Récemment, la Chine a considérablement étendu son arsenal nucléaire. Avec les tensions entre les États-Unis et la Chine à leur apogée, la menace d'une guerre nucléaire est de plus en plus probable entre les deux grandes puissances. Mais comment une telle guerre se déroulerait-elle? Et pourrait-il y avoir un gagnant dans un tel conflit? La première étape pour analyser une guerre nucléaire entre ces deux puissances est de poser le décor. Alors que les États-Unis et la Chine ont de multiples zones où leurs intérêts s'opposent, il n'y a qu'un seul point de crise largement reconnu entre les deux nations, Taïwan. La démocratie insulaire se situe juste au large de la Chine continentale et a résisté pendant des décennies à toute ambition des Chinois de la réunifier par la force. Le difficile détroit de Taïwan est en lui-même une barrière à l'invasion, avec seulement 2 courtes périodes dans l'année où les marées sont favorables à une invasion. La géographie de Taïwan rend également l'invasion difficile, avec un peu plus d'une douzaine de sites d'atterrissage appropriés pour une attaque chinoise. Les plages elles-mêmes ont été fortement piégées, avec dans certains cas des tuyaux qui passent sous l'eau et sont configurés pour libérer de l'huile qui pourrait ensuite être enflammée, incinérant les troupes chinoises dans leurs embarcations de débarquement au moment où elles touchent terre. Taïwan a également été formé pour renforcer rapidement ses sites de défense côtière, et a l'avantage qu'une invasion soit annoncée bruyamment des mois à l'avance. Alors que la Chine renforce ses forces, des missiles anti-navires tirés depuis des lanceurs mobiles peuvent atteindre et endommager ou couler des navires chinois en route à travers le détroit. En cas de débarquement, les troupes chinoises affronteraient des combats dans les zones urbaines les plus peuplées du monde, avec des montagnes partageant l'île et formant des points de défense naturels. Ce n'est pas seulement une bataille en montée, c'est une bataille en montée tout en étant tirée dessus tout le long du chemin. Mais pour la première fois dans l'histoire, la Chine pourrait finalement être capable de réussir une telle invasion. Les États-Unis ne sont pas liés par un traité pour défendre Taïwan, mais ils le feraient inévitablement de toute façon, peu importe ce que la rhétorique de campagne ou le parti politique pourrait crier. Taïwan se situe au centre de la stratégie de confinement de la première chaîne d'îles, qui depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a contenu les puissances communistes en Asie, d'abord les Soviétiques et maintenant les Chinois. Si cette ligne de défense est rompue, la Chine aurait un accès libre au Pacifique, mettant la marine américaine en désavantage dans la région et menaçant le commerce mondial des États-Unis. Et puis, il y a les microchips. Une invasion provoquerait une pénurie catastrophique de microchips avancés, essentiels à l'économie moderne. Ces installations ne sont cependant pas sabotées ou détruites. La saisie par la Chine des usines de microchips de Taïwan la laisserait en contrôle de la majeure partie de l'approvisionnement mondial en microchips avancés. Cela permettrait en effet à la Chine d'intimider n'importe quelle nation dans le monde pour faire sa volonté, y compris les États-Unis. Le non-respect entraînerait un embargo commercial et une récession économique dévastatrice. Les pénuries d'approvisionnement dues à la coronavirus disease n'étaient qu'un indice du sommet de l'iceberg, indiquant ce que les embargos commerciaux chinois feraient à l'économie mondiale. Ce conflit régional pourrait-il vraiment conduire les États-Unis et la Chine vers une catastrophe nucléaire? C'est plus possible que vous ne le pensez. Dans une guerre avec la Chine, les États-Unis sont prévus pour gagner dans tous les scénarios, sauf les plus pessimistes, et cela dépend entièrement du Japon et des Philippines, refusant aux États-Unis l'utilisation de leur territoire pour lancer une réponse militaire, un scénario qui est incroyablement improbable, étant donné à quel point le Japon et les Philippines sont investis dans la lutte contre l'agression chinoise. Les États-Unis visent 2 objectifs spécifiques pour gagner. Une victoire américaine viserait à infliger une défaite retentissante à la Chine, ce qui empêcherait toute agression chinoise pendant des décennies à venir pour garantir que les États-Unis aient le temps de reconstruire et d'évoluer leurs capacités. Les États-Unis sont résolus à détruire presque toute la marine chinoise et la majorité des forces aériennes chinoises. Le 3e objectif des États-Unis, non considéré comme condition de victoire, serait de renverser le Parti communiste chinois. Et c'est là que les choses peuvent devenir très nucléaires très rapidement. Une défaite écrasante de la Chine à Taïwan signifierait presque certainement la fin du Parti communiste chinois, avec des images de centaines de milliers de prisonniers de guerre chinois détenus dans des camps de prisonniers taïwanais diffusés dans le monde entier et se frayant un chemin dans les médias chinois étroitement contrôlés. Le contre-coup sociétal risquerait d'être fatal pour le Parti communiste chinois, motivant ainsi son passage rapide au nucléaire. Ce potentiel d'escalade nucléaire souligne l'urgence du débat en cours sur les arsenaux et les politiques nucléaires, comme l'ont souligné les récentes déclarations des responsables américains et chinois. Merci, Ground News. La Chine dispose actuellement de l'artillerie à longue portée nécessaire pour neutraliser les bases américaines au Japon et à Guam pendant des semaines ou des mois. Il est douteux que la Chine frappe également les bases sud-coréennes, car la Corée du Sud interdirait probablement aux États-Unis de lancer des opérations de combat sur son sol contre la Chine. La Corée du Sud n'est pas en bons termes avec la Chine, qui a l'arme suprême contre elle, la Corée du Nord. La simple menace de laisser Kim sans contrôle serait suffisante pour garantir que le Sud et son territoire restent neutres.
Cependant, l'impressionnant stock de missiles à longue portée de la Chine s'épuisera en fait, et assez rapidement après le début des hostilités. La force de fusée de l'armée de libération du peuple de Chine, contrairement aux avions de combat, est à usage unique. Un missile tiré sur une piste américaine est irrécupérable. Ainsi, une attaque massive pourrait fermer certaines des bases régionales les plus importantes des États-Unis pendant des semaines, voire des mois, mais elle pourrait et serait réparée. Les équipes américaines peuvent déjà réparer une piste crénelée en quelques heures. Ainsi, pour maintenir les installations fermées, la Chine devrait lancer régulièrement des attaques contre elle, ce qu'elle ne pourrait rapidement plus faire. Toutefois, une solution plus durable serait l'emploi d'armes de destruction massive. Guam est l'axe de la puissance américaine dans le Pacifique. D'ici, les États-Unis projettent leur puissance à travers tout le Pacifique occidental, et ces installations navales peuvent gérer tout, des porte-avions aux sous-marins. Ces pistes peuvent accueillir les plus gros bombardiers américains, le B-52, et avec l'aide de pétroliers, les avions à longue portée pourraient atteindre les côtes de la Chine et plus loin dans les terres. Les infrastructures médicales et de réparation de Guam seraient essentielles en cas de guerre dans le Pacifique, face aux pertes causées par les attaques chinoises nécessitant le retrait des navires, marins et aviateurs pour soins. Fermer Guam, et malgré le réseau de bases alliées des États-Unis à travers le Pacifique, vous créez un goulet d'étranglement significatif pour l'armée américaine. Exactement le type d'avantage dont la Chine a besoin pour assurer la victoire à Taïwan avant que les États-Unis ne puissent répondre pleinement. L'utilisation d'une arme de destruction massive contre Guam aurait précisément cet effet. Une arme nucléaire ordinaire serait déjà assez mauvaise, causant des dégâts catastrophiques qui pourraient paralyser Guam pendant peut-être une année. Cependant, une autre classe d'armes nucléaires est bien mieux adaptée à la tâche. Connues sous le nom d'armes à radiation améliorée, ces bombes sont parfaitement adaptées pour le déni de zone à long terme, causant non seulement la destruction sur le terrain, mais aussi l'irradiation de la campagne environnante. Aussi connues sous le nom de bombes salées, d'après le terme salaire la terre, qui était une pratique ancienne pour empêcher les terres agricoles d'être utilisables par un ennemi, ces armes font partie de ce qu'on appelle la guerre radiologique. Jamais pratiquée dans la réalité, le concept a été proposé au moins 2 fois. Une fois pendant la guerre de Corée, lorsque le général américain Douglas MacArthur a proposé d'utiliser les retombées nucléaires pour créer une frontière qui empêcherait les Chinois d'entrer, et encore en 2012 lorsque le politicien britannique John William Gilbert a proposé que des armes salées pourraient être utilisées dans les montagnes d'Afghanistan pour créer une barrière qui empêcherait l'infiltration de militants du Pakistan dans le pays. Les armes salées diffèrent des autres engins de guerre explosifs résiduels, comme les bombes à neutrons dans leur utilisation pour la dénégation de zones. Par exemple, pendant la guerre froide, les États-Unis ont créé des bombes à neutrons qui causeraient relativement peu de dommages à la campagne, mais émettraient de grandes quantités de radiation destinées à tuer les équipages de chars soviétiques et ainsi briser leurs massives attaques blindées. Cependant, une arme salée rendrait la Terre complètement inhospitalière à la vie pendant très longtemps. À cet égard, une attaque nucléaire salée sur Guam ou une autre installation américaine clé devient une option incroyablement attrayante pour les planificateurs militaires chinois face à un déluge inévitable de puissance de feu américaine. La Chine a déjà l'expérience de la création de ces armes, ayant testé une bombe à neutrons dans le passé. Bien qu'il n'y ait aucune indication que la Chine possède des bombes salées aujourd'hui, en créer une ne serait pas difficile. Une bombe à neutrons standard pourrait être transformée en bombe salée simplement en l'enveloppant dans une coque épaisse de matériaux activés par neutrons et en explosant directement à la surface. Habituellement, les armes nucléaires explosent à des centaines de mètres au-dessus de la cible pour optimiser la puissance explosive. Une explosion au sol absorberait beaucoup d'énergie par le sol et les constructions. Les explosions aériennes envoient aussi la majorité de leur radiation dans l'espace ou la haute atmosphère. Cependant, une explosion au sol vaporiserait des millions de tonnes de sol et l'irradierait, le dispersant sur une large zone. Une seule bombe salée pourrait suffire à paralyser Guam jusqu'à ce qu'un effort de nettoyage massif et extrêmement coûteux puisse être entrepris. Pourtant, la Chine sait que les États-Unis répondraient inévitablement, donc clairement, toute inquiétude concernant une guerre nucléaire entre les deux puissances est exagérée, et nous essayons simplement d'obtenir des clics, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Comme mentionné précédemment, la survie même du Parti communiste chinois serait en jeu dans toute guerre contre les États-Unis, et si le vent tourne de manière écrasante et décisive contre la Chine, le désespoir pur pourrait amener la Chine à échanger quelques coups nucléaires pour assurer la victoire. L'avantage que la Chine a ici est qu'elle sait qu'elle a affaire à un acteur rationnel, les États-Unis, et à une responsabilité mondiale que des nations voyous comme la Russie n'ont pas. Donc la Chine peut être sûre que les États-Unis répondraient de manière proportionnelle en cas de punition. Il y a alors la possibilité que la Chine puisse parier que la perte d'une installation militaire à elle vaudrait le coût du choc stratégique dévastateur que serait la perte de Guam pour l'Amérique.
Sauf que les États-Unis sont peu susceptibles de s'engager dans un jeu de donnant-donnant, ce qui n'encouragerait que d'autres calculs aussi froids sur l'utilisation future des armes nucléaires. Au lieu de cela, les États-Unis voudraient envoyer un message écrasant que l'utilisation des armes nucléaires ne vaut jamais le coup. Les États-Unis préféreraient probablement frapper 2 installations chinoises pour chaque coup nucléaire infligé à la Chine. À ce point, une marge d'erreur significative rend le jour du jugement dernier très probable. Le Parti communiste chinois pourrait-il supporter de perdre 2 bases militaires majeures pour une américaine? L'orgueil chinois pourrait-il supporter le coût de la perte de 2 installations et de milliers de vies? Et si les États-Unis frappaient les mauvaises bases? Une attaque sur des zones moins peuplées limiterait les dommages civils et collatéraux. Mais que se passerait-il si les États-Unis choisissaient d'envoyer un message plus sévère en frappant quelque chose comme les installations navales utilisées pour soutenir l'invasion de Taïwan, qui sont toutes situées à proximité de grands centres de population? En fait, compte tenu de la perte de Guam, c'est précisément la cible que les États-Unis seraient susceptibles de frapper le plus pour bloquer l'assaut chinois de la même manière qu'une entrée militaire américaine dans le Pacifique a été bloquée. À ce stade, nous sommes lancés, galopant avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Techniquement, la Chine a une politique de non-première utilisation, mais une telle politique pourrait signifier peu face à une défaite existentielle. Il s'agit donc maintenant des armes. Dans une récente accumulation de ses forces nucléaires, la Chine a développé un arsenal estimé à plus de 500 armes nucléaires, avec beaucoup plus en route alors que la construction continue et que les bases de missiles sont étendues. L'expansion de la Chine vise potentiellement un but semblable à celui des 3700 armes nucléaires actives des États-Unis, bien que l'objectif final soit inconnu. Il ne s'agit pas seulement de dissuader une attaque contre elle-même, l'objectif déclaré de l'arsenal nucléaire de toute nation, mais plutôt d'égaler les États-Unis livre pour livre, ce qui légitimerait davantage l'ascension de la Chine en tant que puissance internationale. Dans un échange à couteau tiré entre les 2 États, toutes ces armes ne seraient cependant pas utilisées. Seule une partie de l'arsenal serait utilisée en cas de guerre nucléaire, une réserve stratégique étant conservée pour la dissuasion post-guerre. Toute nation ravagée par un conflit nucléaire sera extrêmement affaiblie, mais les grandes puissances nucléaires maintiennent un arsenal d'armes nucléaires suffisamment important pour conserver une capacité significative, même après un échange nucléaire majeur. Cette réserve stratégique sert à dissuader toute autre agression de la part des puissances, cherchant à tirer profit de la faiblesse actuelle. Bien sûr, un tel concept est probablement absurde, car même un échange nucléaire entre seulement 2 nations entraînerait une catastrophe climatique mondiale. Si 2 nations possédant autant d'armes que la Chine et les États-Unis devaient se livrer à une guerre nucléaire totale, l'humanité ne disparaîtrait probablement pas, mais des milliards de personnes mourraient des retombées radioactives, des perturbations climatiques et de l'effondrement des chaînes d'approvisionnement mondiales. Sachant qu'une partie des armes des 2 côtés pourrait rester en réserve limite le nombre d'armes qui seraient utilisées en cas de guerre. Actuellement, la Chine n'a pas la capacité de détruire entièrement les États-Unis lors d'un échange nucléaire, tandis que les États-Unis ont en fait la capacité de détruire entièrement la Chine s'ils le souhaitent. C'est à cause de plusieurs facteurs qui jouent contre la Chine, le premier étant la corruption. Récemment, l'armée de libération du peuple Rocket Force a été secouée par un scandale de corruption qui se déroule depuis des mois. Bien que les rumeurs selon lesquelles les missiles chinois étaient remplis d'eau au lieu de carburant soient presque certainement une mauvaise traduction d'un idiome chinois, le fait est que de nombreux officiers de la force de fusée de l'Armée populaire de libération ont été licenciés pour des accusations de corruption, y compris le commandant de la force de fusée de l'Armée populaire de libération lui-même. Pas moins de 5 anciens ou actuels commandants de la force de fusée de l'Armée populaire de libération ont été démis de leurs fonctions au Congrès national du peuple, une première étape essentielle avant les poursuites, car les membres du Congrès national du peuple sont immunisés contre les poursuites. Et ce ne sont pas seulement les officiers de la force de fusée de l'Armée populaire de libération qui sont emprisonnés, ce sont aussi les dirigeants de l'aérospatiale liés à la force de fusée de l'Armée populaire de libération. Le ministre de la Défense chinois a démissionné en mars 2023. Lui aussi était un ancien commandant de la force de fusée de l'Armée populaire de libération et on n'a plus entendu parler de lui depuis. Un ancien adjoint de la force de fusée de l'Armée populaire de libération et chef du 3e département, l'ancien équivalent chinois de l'Agence de sécurité nationale américaine, a été retrouvé mort après une maladie très soudaine et inattendue. En Chine, contrairement à la Russie, une déshonorisation publique ne vous fait pas tomber d'une fenêtre. Au lieu de cela, vous développez une forme extrêmement rapide de cancer immédiatement mortel. Quel est le rapport entre cette corruption et l'armement nucléaire chinois? Les renseignements américains signalent que des silos à missiles chinois dysfonctionnent à cause de la corruption. Une étude de Charney en 2015 a révélé que 35% des entreprises en Chine admettaient avoir dû corrompre des fonctionnaires avec des pots de vin ou des cadeaux. En 2023, la Chine s'est classée 76 sur 180 pays dans l'indice international de corruption de Transparency.org.
Toutefois, en raison du contrôle rigoureux de l'information en Chine, l'étendue réelle de la corruption reste méconnue. Revenons cependant à cette étude de 2015. Un énorme 41% des constructions sondées ont signalé avoir dû verser des pots de vin à des fonctionnaires publics pour pouvoir opérer, et c'est un indicateur significatif du véritable problème de corruption en Chine. Des techniques de construction bâclées ont également sévi en Chine, un barrage chinois construit en Équateur ayant été fermé après 4 ans de fonctionnement en raison de graves défauts de construction. Les barrages chinois au Pakistan et en Ouganda avaient jusqu'à 500 déficiences structurelles. L'Ouganda, incapable de payer les réparations et nécessitant de l'électricité, devait continuer à les exploiter malgré le risque pour la sécurité. D'autres grands travaux chinois, à l'étranger et à domicile, ont rencontré des problèmes similaires, décrits par les Chinois comme le projet de traction de tofu. Le terme est issu des résidus de la fabrication du tofu et fait allusion à l'emploi de matériaux de faible qualité dans la construction en Chine. Après que le tremblement de terre de Wenchuan en 2008 a causé l'effondrement des écoles et tué des étudiants à l'intérieur, le terme a gagné en popularité. Les immeubles d'appartements chinois sont notoirement connus comme étant des bâtiments en tofu, avec du fil de fer bon marché au lieu de tiges d'acier utilisées pour renforcer le béton et du ciment de qualité inférieure qui s'effrite dans votre main. Les manifestants et les journalistes qui se sont plaints de la question ont été intimidés ou tout simplement emprisonnés. Les allégations selon lesquelles les portes des silos de missiles chinois ne fonctionnent pas correctement sont bien fondées et prendront de nombreuses années à corriger. Cela laisse la Chine avec la proposition de ne pas avoir une dissuasion nucléaire entièrement fiable, diminuant sa capacité à affronter les États-Unis dans un échange nucléaire. Les défenses de missiles américaines augmentent chaque année. L'intercepteur basé au sol est un stock de 40 intercepteurs basés à Fort Greely, en Alaska, et 4 à la base aérienne de Vandenberg, en Californie. Le système accueillera bientôt 31 nouveaux intercepteurs de prochaine génération des États-Unis, planifie d'installer plus de 60 avant la fin de la décennie. Cependant, le programme intercepteur terrestre est controversé, pour le moins qu'on puisse dire. Pendant les tests, les intercepteurs terrestres ont eu de nombreux échecs d'interception, avec seulement 4 tests réussis sur 7. Et même alors, il y a des allégations que les intercepteurs terrestres n'ont jamais été testés contre des menaces réalistes. Les menaces réalistes utiliseraient des contre-mesures pour confondre tous les intercepteurs entrants, et on ne sait pas si les intercepteurs terrestres peuvent intercepter un missile avant qu'il ne libère une charge utile de tête nucléaire, ciblant indépendamment, réduisant considérablement son efficacité. Le système intercepteur terrestre est mieux utilisé comme défense contre un État voyou, comme la Corée du Nord, plutôt que de compter sur lui comme une solide défense antimissile en cas de guerre atomique. Néanmoins, il existe également la flotte américaine de navires Aegis équipés du système de défense contre les missiles balistiques Aegis Ballistic Missile Defense. Cela permet aux navires Aegis américains d'intercepter les missiles balistiques en mi-parcours avec des intercepteurs standards. L'Aegis Ballistic Missile Defense, contrairement aux intercepteurs terrestres, a une grande fiabilité, mais est limité par la disponibilité des navires et missiles. Les navires défenseurs devraient également être dans la bonne position géographique pour intercepter réellement les missiles chinois, et compte tenu de la menace de missiles balistiques conventionnels dans le Pacifique, on ne sait pas combien seraient disponibles pour défendre la patrie en cas d'échange nucléaire soudain. D'autres systèmes comme le Patriot et le terminal de défense de zone à haute altitude peuvent aussi contribuer à la défense de la patrie, mais leur disponibilité est restreinte due à la nécessité de protéger plusieurs installations américaines à l'étranger face à une menace de missiles en croissance. Tout compte fait, une fois la corruption chinoise et les défenses antimissiles américaines prises en compte, peut-être qu'un quart à 50% des missiles chinois pourraient être interceptés ou simplement ne pas quitter leur silo. Ce n'est toujours pas une bonne nouvelle pour la plupart de l'Amérique. Pour les deux nations, les premières cibles à être frappées seraient leurs champs de missiles. L'espoir serait de frapper avant que plus de missiles ne puissent être tirés, et les deux nations ont largement dispersé leurs champs de missiles pour rendre cela plus difficile à réaliser. Ces vastes champs de missiles servent aussi involontairement d'éponges nucléaires, absorbant des attaques qui auraient pu être dirigées ailleurs. Si vous vivez dans les régions désertiques de la Chine ou dans les grandes plaines des États-Unis, vous êtes essentiellement un bouclier humain pour le reste de votre pays. La deuxième vague d'attaques serait dirigée contre les dépôts d'armes nucléaires et les bases aériennes de bombardiers stratégiques, dans le but de neutraliser la capacité de l'ennemi à lancer une aile aérienne d'une triade nucléaire. La destruction des dépôts nucléaires limiterait aussi la capacité de l'ennemi à se réarmer pour une attaque ultérieure. Ensuite, sur le bloc de découpe atomique se trouvent les nœuds de commandement et de contrôle et les principaux nœuds logistiques, destinés à paralyser la capacité d'une nation à communiquer avec, déplacer ou approvisionner son armée. Les principales bases navales, spécialement celles accueillant des sous-marins, seraient ciblées lors d'attaques militaires visant à neutraliser la capacité de l'ennemi à réarmer ou entretenir sa flotte de missiles. Maintenant, ciblons les civils.
Outre les grandes villes et la capitale de chaque nation, un nombre significatif de frappes viserait les infrastructures majeures ou les terres cultivables. Les États-Unis sont le grenier du monde et un grand exportateur de nourriture, et toutes ces terres fertiles dans les États américains survolés seraient irradiées au-delà de l'usage par des bombardements nucléaires en tapis. De même, les secteurs agricoles chinois seraient sous attaque nucléaire américaine et des projets d'infrastructures majeurs comme le barrage des Trois-Gorges seraient sous attaque nucléaire ou conventionnelle grâce aux États-Unis. Sous-marins. La destruction du barrage des Trois-Gorges serait équivalente à un événement d'armes de destruction massive, même par des moyens conventionnels. L'inondation soudaine entraînerait des millions de morts et détruirait de nombreuses villes sur le chemin de l'inondation. L'objectif d'une guerre nucléaire entre les deux puissances serait de se mettre à genoux mutuellement par la destruction totale de l'infrastructure nationale et de la capacité militaire. L'irradiation des principales régions productrices de nourriture entraînerait des famines dévastatrices qui tueraient des centaines de millions de personnes de chaque côté, même si les grands centres de population étaient complètement épargnés. Et bien qu'une guerre nucléaire ne soit en aucun cas une proposition gagnante pour quiconque, les États-Unis, du moins, sont en bien meilleure position pour émerger ayant perdu moins que la Chine. Maintenant, arrêtez de vous inquiéter et aimez la bombe. Et allez voir « J'ai survécu 100 jours de guerre nucléaire » ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.